RMC, After Italy, Jérôme Sillon. Salut à tous, bienvenue dans l'After Italy, à écouter, à regarder sur toutes les plateformes et notamment sur la nouvelle chaîne After Télé. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas à mettre une note ou à écrire un commentaire. Chaque semaine, on part à la découverte des clubs, des joueurs, des histoires du football italien avec notre drôle de dame, Daniele Manussia. Ciao Daniele. Ciao tout le monde. Et avec Loïc Moreau également. Salut Lolo. Salut Jérôme, salut tout le monde. Gros plan aujourd'hui sur le leader de Serie A. Je ne parle pas de l'Inter, je ne parle pas du Napoli, je ne parle pas du Milan, ni de la Juventus, mais bien de l'AS Rome. Malgré des manques dans l'effectif, une situation économique fragile, l'arrivée sur le banc de Gianpiero Gasperini a refait de la Louve un sérieux client. La Roma peut-elle rêver du Scudetto ? C'est parti pour l'After Italy. Bon, ce qu'il faut qu'on raconte à tous nos auditeurs et téléspectateurs, c'est que Daniele a lourdement insisté pour qu'on fasse la Roma cette semaine, Daniele. Tu ne nous as pas lâchés. C'est pas moi, c'est l'actualité. C'est obligé. Première en championnat en solitaire. Ça n'arrive qu'une fois tous les 10 ans pour la Roma. Ça faisait 10 ans, c'est ça ? Oui, ça fait, je crois, 2015. Oui, 2015. 2015 que la Roma n'avait pas été seul leader de Serie A. Alors la situation comptable, la voici Lolo. Oui, Daniele l'a dit, leader de Serie A, 27 points, 2 points d'avance sur Milan qui a fait une bonne opération aussi ce week-end en remportant le derby face à l'Inter, sur Naples aussi, Naples qui est le champion en titre. Effectivement, il y a 3 points d'écart maintenant entre la Roma et l'Inter et 3 points d'écart aussi avec Bologne. Donc ça reste assez serré effectivement en haut du tableau italien, mais la Roma, effectivement, on est déjà donc à un certain, on a un stade avancé déjà du championnat et être en tête, c'est pas anecdotique, c'est pas rien. Ça faisait longtemps en tout cas que la Roma n'avait pas aussi bien démarré une saison. On se souvient notamment de Rudi Garcia, effectivement, quand l'entraîneur français était à la Roma, il avait fait un démarrage canon, c'était il y a un peu plus de 10 ans d'ailleurs, 2013-2014 notamment, il avait eu 32 points. L'année suivante, il avait aussi bien démarré, il en avait eu 28. Le plus récemment, c'était Eusebio Di Francesco en 2017-2018 qui avait récolté 28 points et là Gianpiero Gasperini en a 27 donc depuis le début de la saison. Donc effectivement c'est quelque chose qui arrive pas souvent, qui est pas pour l'instant effectivement qui garantit pas un Scudetto à la fin de la saison, puisque Rudi Garcia notamment lors de cette saison 2013-2014 il avait fini deuxième derrière une Juventus qui avait dépassé les 100 points, donc qui était quasiment intouchable à l'époque. Donc évidemment ça garantit rien, mais c'est quand même de bon augure pour la suite de la saison. Est-ce qu'on peut comparer les époques, Daniele ? Est-ce qu'il y a des points communs entre ces 4 aventures là, les deux de Rudi Garcia, celle de Di Francesco, celle de Gasperini, ou est-ce qu'il n'y a vraiment aucun point commun ? Je pense sur le point de l'effectif, il n'y en a presque pas du tout. C'est-à-dire cette équipe-là, c'est une équipe beaucoup plus humble, qui vient de saisons difficiles où les footballeurs en leur-même, dans l'individualité, ils n'ont pas montré un niveau très très grand, mais des potentialités énormes. Je parle des joueurs comme Selic, qui est en train de très bien faire cette année. C'est une nouveauté et qui pose presque entièrement sur les épaules de Gasperini. Je pense que par rapport à l'époque de Rudi Garcia, où lui, il avait eu un impact incroyable aussi sur un point de vue culturel sur l'équipe, mais il avait des joueurs quand même pas mal par rapport à ces années-là, ou aux années de Di Francesco, où il y avait une équipe qui quand même est arrivée en demi-finale de Champions League. Là, on peut pas dire que Gasperini, il a une équipe de très très haut niveau. Et je pense que lui, il est d'accord avec moi. C'était quoi les 3 grands joueurs de Rudi Garcia à l'époque, par exemple, Daniele ? Il y avait Benatia, il y avait forcément Totti qui était encore en train de jouer. Il y avait Salah, Momo Salah, il y avait Dzeko, il y avait Nainggolan, je ne sais pas s'il y avait Strootman, mais en gros... Kolarov aussi, non ? À cette époque-là, il y avait Kolarov qui est passé à un certain moment. Dans ces années-là, on l'a un peu oublié, mais Pjanic, Manolas, il y a pas mal, Alisson, les gardiens de Liverpool, il y a pas mal de joueurs qui sont passés, Chesney, juste avant, il y a beaucoup de joueurs qui sont passés à la Roma, qu'après, ils ont allé faire le Rudiger, qui sont allés faire l'histoire ailleurs. Là, c'est difficile d'imaginer quelqu'un au-delà des pots des joueurs.
Exactement, et on verra de toute façon dans un instant la composition, l'effectif de Gasperini, à quoi ça ressemble. Alors, dans la perspective possible donc d'envisager le titre cette saison, est-ce que le calendrier déjà, est-ce qu'il est favorable, est-ce qu'il est défavorable au Romanista? Ça va faire une guise de test en fait pour la Roma, parce que pour l'instant, effectivement, si la Roma est leader de Serie A, c'est vrai qu'elle a perdu les 2 matchs, on va dire, face aux gros, en l'occurrence l'Inter et l'AC Milan. Donc là, arrive du lourd là aussi. Il va falloir notamment affronter Naples, il va falloir se déplacer à Cagliari, bon ça devrait aller, recevoir Comme, aller à Turin. Donc tout ça d'ici la fin de l'année civile 2025, ça va être costaud et on va vraiment voir ce que la Roma a dans le ventre. Qu'est-ce que tu penses de ce calendrier, toi, Daniele, pour la Roma? C'est le moment de la vérité, c'est-à-dire la Rome, elle a bien fait jusqu'ici, on l'a dit, elle est première au classement, donc voilà, ça s'explique tout seul, mais elle n'a pas encore gagné un vrai match de haut niveau, au-delà du derby, où en plus, elle n'a pas dominé la Lazio non plus. Naples, c'est un premier match très important, où Gasperini, il ne va pas être sur les bancs parce qu'il a pris un carton rouge pendant les derniers matchs, et les autres matchs aussi sont très difficiles. Cagliari, que c'est l'équipe la plus faible de ces qu'on vient de voir, c'est quand même une équipe qu'elle doit penser à se sauver, et que là, elle commence à être dans une situation moins favorable qu'avant, donc elle va pas offrir le match à la Roma, elle va le jouer. Como, c'est une des meilleures équipes en ce moment en Italie, et en plus elle est en train d'améliorer son niveau et son statut. La Juventus, elle a le temps, dans 3 semaines, de retrouver une identité avec Spalletti. Moi, je pense que c'est vraiment, si la Roma, elle est pas forcément première, mais 2e, 3e, à la fin de cette petite partie de championnat, elle peut vraiment penser de se qualifier pour la Champions League l'année prochaine, qui reste l'objectif primaire de l'équipe. Quelles sont les prédictions? On sait qu'en début de saison, on a toujours des modèles statistiques pour savoir qui va être champion. Ça donnait quoi cette saison et quelles étaient les chances de la Roma, par exemple? En l'occurrence, effectivement, Opta, qui est notre fournisseur notamment de data, fait un modèle prédictif. Alors pour faire ce modèle prédictif, il simule en fait l'issue des matchs, notamment par rapport aux résultats du passé. Et effectivement, quand on regarde, alors encore une fois, ça a une valeur prédictive, donc c'est pas, ça ne dit pas ce qui va se passer. Voilà, exactement. Mais c'est vrai qu'au début de saison, Opta donnait 10% de chance à la Roma d'être champion. Le favori, c'était l'Inter avec 36%. Mais encore une fois, c'est pas toujours l'équipe qui est la plus forte sur le papier qui gagne en Italie. Et les saisons précédentes nous l'ont montré. Pas plus tard que la saison passée, l'Inter était favori à 79%. T'imagines? C'est incroyable. On se croirait aux 8 chances Pays-Bas, sur 10 d'être champion selon Opta. Voilà, selon Opta, Naples, qui a finalement été champion, avait 0,4% de chance, donc moins d'1%, et pourtant c'est le Napoli. Effectivement, par contre, si on remonte à la saison d'avant, 2023-2024, l'Inter était favori à 44% et l'Inter a remporté le Scudetto. Donc c'est bien évidemment à titre indicatif, mais là on voit quand même que les écarts sont pas dingues entre l'Inter 36%, la Roma 10%, donc tout est ouvert. Si on t'avait dit, Daniele, que la Roma serait leader du classement de la Serie A à la période à laquelle on se trouve, si on t'avait dit ça cet été, est-ce que tu nous aurais cru? Non, pas du tout. Mais surtout parce que Gasperini, il a changé d'équipe après 9 ans, on le sait, mais en Italie, on parle souvent de la petite aventure qu'il a eue à l'Inter avant d'aller à l'Atalanta, ça s'est passé très mal parce que justement, il avait démarré mal et il a été limogé après quelques mois. Et on dit toujours que les équipes de Gasperini, elles ont besoin de temps parce que c'est un jeu pas facile à apprendre, il faut être bien préparé mentalement, bien préparé physiquement. Et c'est vrai que la Roma, au début de la saison, elle jouait pas bien. Elle a fait beaucoup de 1-0, beaucoup de chances, beaucoup de matchs à la fin desquels on se disait elle a gagné, mais bon, qu'est-ce qu'elle a fait pour gagner? On ne sait pas. C'est juste maintenant que la Roma elle commence à vraiment bien jouer et à consolider sa position. Et c'est là justement que ça devient intéressant, parce que c'est comme s'ils lui ont offert la première place en attendant qu'elle devienne une équipe avec une identité. Et là qu'elle a l'identité, c'est un peu comme l'histoire du professeur qui ne te dit pas il faut que tu mérites 8.
dans ta classe, mais je te donne déjà 8. Il faut que tu le confirmes. Ben là, la Rome, elle doit confirmer sa première place ou deuxième place. Parce que voilà, après, on va pas vraiment parler de qui gagnera les championnats. C'est vraiment très tôt. Mais c'est quand même une position très, très favorable pour démarrer la partie la plus vraie du championnat. On va rentrer dans le détail de la façon dont Gasperini fait jouer cette Roma. Mais en tout cas, on voit donc avec 27 points engrangés depuis le début de la saison, on est finalement également sur la lancée de ce que Ranieri avait remis en place une fois que De Rossi avait été limogé la saison passée. Mais c'est peut-être le motif d'espoir sur lequel il faut se reposer, c'est qu'en fait, ça sort pas de derrière le chapeau. Alors effectivement, Daniele évoquait à juste titre qu'au début de la saison, les victoires étaient là, mais le contenu était un petit peu poussif. En revanche, effectivement, il y a une vraie série. La Roma est sur une véritable série positive. Si on prend l'année civile 2025, 67 points récoltés en Serie A, c'est non seulement le meilleur total. 76, pardon, excuse-moi. 76, tu vois, j'inverse, c'est tellement fou que j'en inverse les chiffres. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on a écrit, je te fais confiance. Ouais, c'est bien ça. Et justement, c'est 10 de plus que le deuxième, le Napoli, qui, encore une fois, je le répète, est champion en titre. C'est 11 de plus que l'Inter, l'équipe qui est tout le temps citée comme étant le favori au Scudetto. Donc, il y a une vraie série positive de la Roma qui, comme tu le disais, Jay, a commencé avec Ranieri, mais qui a su se poursuivre avec Gasperini. Et du coup, on se dit, pourquoi pas ? Est-ce qu'il y a un pont entre les deux saisons quand même, Daniele ? C'est l'équipe, c'est les joueurs, c'est-à-dire la chose qui montre Loïc fait dire à quelqu'un peut-être que l'équipe elle est pas si mal de ce qu'on croyait. On croyait bien sûr avec Juric et même un peu avec De Rossi parce qu'elle avait un peu plus de mal, ou même encore avant parce que la Roma elle vient des années un peu troublantes avec Mourinho et moi, franchement, je suis pas d'accord avec ça, mais moi, je suis d'accord que l'identité de cette équipe, elle a été bâtie sur la défense, par Ranieri surtout. Quand Ranieri il est arrivé, il a bâti une équipe on va dire, de sang et sueur. C'est une équipe qui a fatigué, qui a pas gagné les matchs de haut niveau l'année dernière non plus, mais que c'était difficile à battre. C'était une équipe dure, une équipe qui allait jouer tous les matchs jusqu'à la dernière seconde. Ça a complètement changé la mentalité. Sur cette mentalité-là, Gasperini, il est allé installer son jeu beaucoup plus ambitieux. Donc moi, je pense que là, c'est beaucoup plus intéressant que l'année dernière. Même si Ranieri, il faut le dire, il a fait un miracle et il est aimé comme un peuple à Rome, vraiment comme un peuple laïque, on va dire. Comme le pape, exactement. Donc Claudio Ranieri, la saison passée, la Roma a fini donc 5e du classement, s'est qualifié pour l'Europa League, 8e de finale d'Europa League également, c'était le bilan la saison passée, et un quart de finale de Coupe d'Italie. Vous restez avec nous dans quelques instants, dans quelques secondes, on continue à parler de la Roma, de ses chances de Scudetto, on va analyser la méthode Gasperini à la Roma, revenir également sur l'effectif et vous parler des individualités qui ressortent dans cet effectif-là de la Roma. À tout de suite. On est de retour dans l'After Italie avec notre drôle d'âme italienne, Daniele Manussia, avec Loïc Moreau. On parle de la Roma, de ses chances de Scudetto. Et on l'a dit, le grand changement cette saison, c'est la nomination de Gianpiero Gasperini sur le banc de touche. L'homme, Lolo, qui avait révolutionné l'Atalanta. Oui, il a fait quasiment 10 ans à l'Atalanta, de 2016 à l'été dernier, 2025. Et c'est vrai qu'il l'a tout simplement, ça en a fait le club italien le plus performant, au moins sur la scène européenne pendant ces 10 ans. Et ça en a fait un top club, un club régulièrement dans les premières places, qui joue régulièrement la Ligue des Champions, qui gagne la Ligue Europa, qui rapporte des trophées à Bergame. Je ne sais pas si tu imagines. Donc effectivement, Gasperini, il était très très attendu à la Roma, mais il y avait, comme évoquait Daniele, cette interrogation sur sa capacité à être efficient tout de suite. Un manager en tout cas très expérimenté, c'est le doyen évidemment en Serie A aujourd'hui, 611 matchs dirigés en Serie A, il est 5e même du classement historique derrière Mazzone, Rocco, Trapattoni ou encore Lidolm. Et ce qui est intéressant de Daniele, c'est qu'il a été rapidement adopté par les supporters, c'était pas évident au premier abord, et la preuve c'est cette photo, cette fresque murale que l'on peut découvrir désormais dans les rues de Rome. Est-ce que tu peux nous la décrire et surtout nous traduire les 3 mots qui sont écrits tout en bas dans l'espèce de potion magique préparée par Gianpiero Gasperini?
Oui, bon, en gros, ils sont en train de dire que c'est un sorcière qu'il a fait une potion magique, justement, parce que, alors, il faut savoir deux choses. La première, ça, c'est les quartiers de Rome les plus romanistas de la ville, Garbatella. C'est même devenu touristique tellement que c'est un quartier jaune et rouge. Et après, il faut savoir que on a tendance à dire que l'Atalanta, elle était trop performante. Même il y avait des suspicions de doping, de quelques aides, on va dire transcendantales, parce que c'était vraiment trop fort. Et donc on dit depuis ça que Gasperini il prépare des potions magiques. Alors sous cette ironie-là, bien sûr sans suspicion de doping ou quoi que ce soit, ils sont en train de dire que la potion magique de Gasperini c'est la grinta. Que c'est comment l'expliquer, la grinta, c'est quand quelqu'un vraiment il laisse rien quoi, il se laisse pas faire. Le cœur, bon, la passion, les sentiments et tout, et la sueur, c'est-à-dire l'envie de fatiguer, parce que c'est une équipe effectivement qui court beaucoup. Alors, tu as dit que c'était pas évident que les supporters de la Rome ils aimaient pas Gasperini. Pas du tout. Même, il y en a beaucoup qui ils ont protesté quand on parlait de Gasperini. Ils disaient qu'il fallait pas le prendre, qu'il fallait garder Ranieri ou quelqu'un d'autre parce que Gasperini c'était un ennemi. Faut savoir que Bergame, c'est une des équipes, l'Atalanta de Bergame, c'est une des équipes avec la plus forte rivalité avec la Roma. Il y a quelques années, pendant la fête de présentation de l'équipe, donc les mois d'août de l'Atalanta, ils ont fêté les entraînements avec un char armé comme à la guerre, qui a écrasé une voiture peinte en jaune et rouge pour symbole de la Roma. Donc ça, c'est pour dire de la rivalité qu'il y a entre les deux équipes. Et pendant les années, ça c'était très dur. En plus, Gasperini, dans ses propos, dans son attitude, des fois, il peut être agressif avec les adversaires. Et il était avec la Roma. Mais bon, tu sais comment ça marche. Quand quelqu'un, c'est un ennemi, c'est une chose. Après, quand c'est à nous, il peut faire ce qu'il veut, il peut être agressif. On l'aime, on l'adore, et il nous mène à la victoire. Voilà. Alors, les tifosi de la Roma ont adopté Gasperini. Est-ce que les joueurs ont adopté la méthode Gasperini? En tout cas, dans les stats, a priori, certains principes de jeu ont été assimilés. Ouais, dans certains aspects, effectivement, on voit notamment défensif. On sait que l'équipe de Gasperini, c'était pas qu'une équipe l'Atalanta de Gasperini, c'était pas une équipe qui jouait simplement bien au ballon. C'est une équipe aussi qui savait bien défendre. Et la Roma a la meilleure défense de Serie A cette saison. C'est une équipe qui presse haut. Et ça, on sait que c'est une marque, trademark de Gasperini. Elle est leader aussi dans cette catégorie-là. Pareil au niveau des récupérations hautes, troisième possession, c'est une équipe qui aime avoir la balle. Et deuxième en termes de passes dans le dernier tiers, donc une domination vraiment identifiée. Donc là-dessus, on n'est pas vraiment surpris. En revanche, parce qu'il y a toujours un en revanche, c'est vrai que offensivement, on n'est pas encore, et Daniele le disait, beaucoup de victoires 1-0, un peu à l'arrache. On n'est pas encore sur le football offensif prôné du côté de l'Atalanta. Il suffit de voir le nombre de buts, on est milieu de tableau, buts et expected goals, donc par rapport à la qualité des occasions de la Roma. Donc on va dire qu'il y a encore bien sûr des axes d'amélioration, mais on commence à voir la patte Gasperini se poser sur la louve. Daniele, elle joue comment cette Roma version Gasp? Bah, oui, elle est surtout agressive. Il y a un index statistique que vous citez pas parce que ça vous rappelle autre chose qui s'appelle PPDA. Je sais que ça veut dire c'est autre chose en français, mais c'est un acronyme pour passes per defensive action. C'est-à-dire combien de passes une équipe concède, laisse que l'autre équipe fasse avant de faire une action défensive comme un tacle, une pression, une anticipation, quoi que ce soit. Et la Rome est la deuxième après Como. C'est les deux équipes les plus agressives du championnat. Et ça commence par là. Ça commence par le bloc haut. Ça commence par les marquages individuels qui, en plus, rend la Rome un peu fragile contre des équipes qui sont fortes à manipuler les marquages, comme l'Inter ou Naples. On va voir ça dimanche, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec Naples, mais c'est un match clé aussi sur un point de vue tactique. Mais ça part tout de ça part tout de la défense. Après, quand la Roma a la balle, elle se précipite pas à l'avant, comme beaucoup d'équipes en Italie qui essayent d'aller au but directement avec 2-3 passes. La Roma, elle peut faire circuler le ballon, mais après, quand elle attaque aussi avec les défenseurs. Ça arrive de voir Mancini, que c'est le défenseur central de droite, partir et rentrer dans la surface avec Selic, l'extérieur de droite, qui coupe vers l'intérieur. Ça peut arriver de voir Wesley
le latéral gauche, en ce moment, il joue à gauche même s'il est droitier, et il joue à droite normalement, mais il joue à gauche parce que il y a besoin de lui à gauche. Il prend la place de numéro 9 de l'attaquant. Donc, il y a une énorme fluidité. Il commence à y avoir beaucoup d'affinité entre les joueurs qui se trouvent plus facilement, et la balle, elle commence à circuler rapidement. Et c'est très beau à voir. Et ça aide aussi le fait que la Rome, elle n'a pas un niveau technique incroyable. Mais ça aide parce qu'ils ont plus d'espace autour de eux, et ils ont les idées plus claires quand ils ont la balle dans les pieds sur à qui il faut faire la passe. Donc c'est un jeu un peu simplifié qui fait jouer mieux tout le monde. Et c'est une équipe qu'on dirait plus technique que les années dernières, même si les joueurs ils sont les mêmes. Alors les joueurs, justement, de quel effectif dispose Gasperini cette saison avec la Roma, Lolo ? Un effectif effectivement limité aussi par le fait que la Roma n'a pas pu recruter énormément pour des difficultés financières. Donc c'est une équipe avec des joueurs qui est articulée, donc on va dire en 3-4-2-1 en général, avec effectivement quelques interrogations sur l'attaquant de pointe. On sait que la star offensive de la Roma, c'est censé être Paulo Dybala. Ça fait pas de doute. Le problème, c'est que Paulo Dybala, c'est moins d'un match joué sur 2 depuis qu'il est à la Roma. Il est tout le temps blessé. Donc, il faut trouver des solutions. Il y a Mathias Soulé, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais effectivement, voilà, il y a Gasperini, il est encore en train de se chercher un petit peu. Daniele le disait, Celik, qui est en train de prendre vraiment du corps au côté droit. Il n'y a que la défense pour le coup qui change pas. En général, on reste sur la triplette Mancini, Ndika et Hermoso. Et c'est une équipe avec beaucoup de talent. Manu Koné aussi, évidemment, le milieu international français. Mais c'est peut-être justement le collectif qui prime sur les individualités un peu moins flashy que ça peut être par le passé. On a vu donc Nathan Ferguson, Dovbyk qui peuvent jouer en pointe, Baldanzi également. Pas de véritable attaquant titulaire. Ce n'est pas un problème pour Gasperini, comme il l'a expliqué à l'issue de la victoire à Cremonese le week-end dernier. Écoutez-le. Nous avons réussi de bonnes choses quand nous avons su nous montrer habiles. Ça génère de la confiance et ça donne la conviction que tu peux marquer en trouvant ensemble, en équipe, le chemin du but, même si nous n'avons pas d'avant-centre classique. Un grand bravo à Baldanzi, bravo à Soulé, bravo à Lorenzo et à tous les autres. C'est un bon signal, ça veut dire qu'on est en confiance devant le but adverse. Voilà, donc Gianpiero Gasperini. Alors, on a décidé de faire le focus sur un joueur en particulier qui s'épanouit sous les ordres de Gasperini cette saison. On aurait pu prendre Manu Koné. On a choisi l'Argentin Mathias Soulé. Mathias Soulé qui, en Serie A, a donc offert le but de la victoire à Pise, a marqué et a été auteur de la passe décisive à la Fiorentina. Une passe D encore sur la pelouse de la Lazio. Un but face au Hellas Vérone. Un but à la Cremonese. Et quelle place il occupe, Lolo, parmi les joueurs de la Roma en termes de statistiques ? Il fait partie des leaders. Effectivement, c'est le premier buteur en Serie A de la Roma avec 4 buts. Il est deuxième en expected goal. Il est premier en termes de tirs, premier en pourcentage de tirs convertis, deuxième en termes de passes dans le dernier tiers, deuxième en termes de centre aussi tenté. Donc Mathias Soulé, l'Argentin qui avait commencé à la Juventus il y a quelques temps, est vraiment en train de s'affirmer comme un joueur central du côté de la Roma aussi, parce qu'on l'a dit, Dybala est tout le temps blessé, parce que Ferguson et Dovbyk, c'est les numéros 9, mais c'est pas forcément les buteurs maison, et qu'ils retrouvent vraiment une forme assez incroyable sous Gasperini. On en parle peu en Europe, mais Soulé est un des joueurs les plus décisifs également. Parmi les joueurs nés depuis 2003 dans les 5 grands championnats européens, sur l'année 2025, Soulé, c'est 8 buts et 7 passes décisives. Donc il est décisif 15 fois. Seuls Yamal, Emega, Biret, Fermin Lopez, Nico Paz et Ryan Cherki dans sa catégorie d'âge font mieux. C'est un joueur qui a pris une nouvelle dimension cette saison, Daniele, Mathias Soulé. Oui, déjà, c'est commencé à devenir presque sûr qu'il marque quand il rentre sur la gauche et il a le temps de frapper. Ça, c'est exceptionnel parce que le but qu'il a mis, par exemple, ces week-ends-là, l'année dernière, c'est pas normal, et je pense que c'est pas normal non plus qu'un joueur il ait cette facilité de marquer. Moi, je pense que la Roma, en ce moment, elle a 3 joueurs vraiment qui sortent du lot, exceptionnels, sur lesquels bâtir une équipe qui, dans le futur, elle peut être compétitive vraiment pour les championnats sur les longues périodes, ou même en Europe. C'est Svilar, Manu Koné et Soulé. Et Soulé, il est très jeune. Il a vision de jeu,
il a le dribble, il a la personnalité et surtout il est constant. Chaque match, il est là, on peut compter sur lui. Après, c'est pas un joueur complètement autosuffisant. C'est pas Messi, il prend pas la balle au milieu de terrain, il dribble tout le monde, il va mettre un but. Il joue sur la droite, il faut lui faire arriver la balle, il faut qu'il y ait de l'espace, il faut qu'il y ait du mouvement. Mais là, il est consistant. Je pense que même quand Dybala, on s'est demandé au début de la saison, qu'est-ce qu'on va faire quand il y aura Dybala et Soulé, parce que Dybala, il a commencé la saison, qu'il était pas blessé, en forme et tout. C'est qui va jouer sur la gauche? Bon, la partie à droite, on pensait, c'est pour Dybala. Je pense que maintenant, ça s'est changé. La partie à droite, c'est Soulé. Et les autres, il faut qu'ils s'adaptent. Ça s'est déjà arrivé quand Dybala il a joué à gauche. Donc je pense que Gasperini aussi, il est d'accord. Moi, j'ai une petite question, Daniele, parce qu'on parle effectivement, tu as parlé de Soulé, de Svilar et de Koné, un peu les trois top players. Svilar, c'est le gardien. Hein. Ouais, de la Roma cette saison. On sait qu'il y a 90 millions d'euros à trouver pour la Roma pour rentrer dans les clous du fair play financier d'ici la fin de la saison. Est-ce que tu penses, justement, malgré tout ce qu'on a dit, le fait que la Roma tourne bien, que la patte Gasperini commence à arriver, est-ce que tu penses qu'il va devoir y avoir une vente d'un de ces joueurs clés pour être dans les clous d'ici cet été ? Je pense que si la Rome elle va être ambitieuse, elle ne doit pas vendre aucun de ces trois-là. Elle doit arriver à... il part des 100 millions. On n'est pas sûr, c'est pas officiel. Ils l'ont pas dit. La Rome elle doit trouver de l'argent, ça c'est sûr. C'est beaucoup, 100 millions. Quand même. On ne sait pas... Oui, exactement. On ne sait pas si c'est tellement que ça. On peut gagner de l'argent. Par exemple, si on gagne des titres, si on gagne des matchs, si on arrive le plus loin possible en Europe. Donc, ça aussi, c'est une ambition. Mais je pense qu'une équipe vraiment ambitieuse, il ne faut pas qu'elle vende aucun des trois. Parce que Svilar, les gardiens, il est décisif en ce moment. Si vous regardez les XG, les expected goals, la Rome, elle a les mêmes expected goals que les goals marqués, c'est-à-dire elle n'a pas des joueurs exceptionnels en attaque, c'est vrai, mais la moitié des buts encaissés par les expected goals subis, donc c'est-à-dire que les gardiens lui a évité de prendre les doubles de buts qu'elle a encaissés. Elle a la meilleure défense grâce à ça aussi. Donc moi j'ai dit normalement si on doit se priver de quelqu'un, on se prive du gardien, mais là j'ai dit aussi non, c'est mieux de pas se priver des Svilar. Manu Koné, c'est exceptionnel, il va partir, au bout d'un moment, elle va partir, parce qu'au bout d'un moment, il va y avoir un Manchester City, un Real Madrid qui va poser sur la table 70, 80 millions, je ne sais pas, mais il faut le garder le plus possible. Donc voilà, ça dépend des ambitions. Exactement, et les ambitions, elles seront... Oui, pour terminer, Daniele. Autant qu'Italien, on ne vit pas si mal endetté. Donc voilà, on peut essayer. Voilà, attends, on a vu que la note. Je crois que la note de l'Italie a été remontée par les organismes, par les agences de notation. C'est comme ça qu'on les appelle. Et c'est une première historique, je crois, depuis des années. J'ai lu ça récemment, je crois. On parle d'économie, évidemment. Daniele, merci beaucoup. On vivait mieux avant. On verra, en tout cas on aura des éléments de réponse déjà ce week-end évidemment avec le match face au Napoli, Roma-Napoli, très attendu donc en Serie A. Merci Daniele, merci Lolo. Si vous aimez nos podcasts évidemment vous vous abonnez, vous écrivez un commentaire, vous donnez une note et on se retrouve très vite. Ciao. RMC After Italie.